télévision panafricaine, c'est le journal africain, le sommaire. À Madagascar, le président de la République, son Excellence Andry Rajoelina, a annoncé à la diaspora malgache qu'elle pourra voter à l'élection présidentielle de 2023, en tout cas en ce qui concerne la diaspora malgache présente sur le territoire français. Et puis, du côté du Mali, on s'interrogera bien sûr sur la levée de la résidence surveillée de l'ancien président de la transition Bandao et de son ancien premier ministre Mokhtar Ouane. Nous en parlerons tout à l'heure avec Monoko Toali dans le cadre de cette édition du Journal africain. Et puis au Tchad, dans le cadre de la réconciliation nationale des combattants tchadiens qui étaient présents sur le théâtre des opérations en Libye souhaitent désormais rentrer au Tchad pour participer à la réconciliation. Nous en parlerons tout à l'heure dans le cadre de cette édition du Journal africain. Toujours dans le cadre de cette édition, le président de la République de RDC, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, lors du sommet Compact 8 Africa, a proposé ses stratégies pour permettre à l'Afrique, selon lui, de lutter contre la Covid-19. Nous en parlons avec le prof Kodjo Untondi dans le cadre de cette édition. Nous parlerons de toutes ces actualités dans le cadre de cette édition du Journal africain. Bonsoir et merci de nous retrouver sur les antennes de la télévision panafricaine pour cette autre édition du Journal africain. Actualité africaine complète vous sera déroulée tout au long de cette édition du Journal africain. L'édition de ce soir, nous la débuterons par le Mali où, depuis quelques jours, l'ancien président de la transition Bandao et son ancien premier ministre qui étaient en résidence surveillée depuis leur déchéance du pouvoir par le président, le colonel-major Assimi Goïta. Ils sont donc libres de leur mouvement, toujours bien sûr sur toute l'étendue du territoire malien. La résidence surveillée a été levée par la justice malienne. Émilie Kiton nous donne plus de détails dans ce reportage qu'elle signe. L'ex-président de la transition Bandao et l'ex-premier ministre Mokhtar Ouane sont libres. Ils ne sont plus en résidence surveillée. C'est un communiqué du comité local de suivi de la transition qui l'a indiqué vendredi 27 août dernier. Le dit comité local de suivi de la transition composé des représentants au Mali de la CEDEAO, de l'Union africaine et de la mission des Nations unies dans le pays se félicite de la décision du gouvernement de lever toutes les mesures restrictives imposées aux deux anciens dirigeants qui n'étaient plus libres de leur mouvement depuis le 24 mai dernier. L'ancien président malien de la transition Bandao a effectué sa première sortie samedi depuis qu'il a recouvré totalement sa liberté de mouvement. Vêtu d'un des boubous traditionnels qu'il affectionne, il s'est rendu à bord d'un véhicule 4x4 dans son champ. Selon deux témoins interrogés séparément qui l'ont vu, il se porte bien. Il devrait pouvoir rapidement quitter la résidence officielle qu'il occupe à Bamako pour regagner une maison mise à sa disposition par l'État en sa qualité d'ancien chef d'État. Quant à l'ancien premier ministre Mokhtar Ouane, le dispositif militaire mis en place devant son domicile privé après le coup d'État de mai a été levé seulement dans la nuit de samedi à dimanche. Leur avocat, maître Mamadou Ismaïla Konaté, qui avait porté plainte au niveau de la Cour des droits de l'homme de la CEDEAO, se félicite de la levée des restrictions et pointe aussi le rôle essentiel de la communauté internationale pour obtenir ce résultat. Nous sommes avec Monoko Toali en direct de Bamako. Monoko Toali, vous êtes le correspondant de la télévision panafricaine du côté du Mali. Bonsoir Monoko Toali et merci d'avoir accepté notre invitation. On l'a écouté dans le reportage que nous a proposé Émilie Kiton, l'ex-président de la transition Bandao et son premier ministre Mokhtar Ouane qui ont été évincés du pouvoir dans le cadre de ce qui se fera appeler une tentative de déstabilisation des militaires au pouvoir. Ils sont désormais libres. La résidence surveillée a été levée par la justice malienne. Ils sont désormais libres de vaquer à leurs occupations, toujours sur toute l'étendue du territoire malien. Comment la nouvelle a été accueillie de votre côté, Monoko Toali, du côté de Bamako? Oui, merci Junior de m'avoir associé à ce grand rendez-vous du journal Afrique et Médias Télévision. La nouvelle a été tout à fait bien accueillie. Vous savez déjà, par rapport à leur mise à
en résidence surveillée, là, ce n'était pas tout à fait bien apprécié compte tenu du fait que le Mali avait des dossiers très importants que de garder les dirigeants de la transition en résidence surveillée. Vous vous souvenez de la démarche de l'un de leurs avocats, Ismaël Konaté, qui avait donc saisi au niveau de la CEDEAO, la Cour africaine de justice, pour que ses clients, si vous voulez, l'expression client, soient mis en liberté totale. Parce que pour lui, ce n'était pas compréhensible que ceux-là soient non seulement libérés de Kati et être mis sous résidence surveillée. À ce niveau, la CEDEAO, au niveau de la greffe, et la CEDEAO avait donc accepté le principe de demander aux autorités maliennes pour qu'ils s'expliquent sur la justification de la mise en liberté, en résidence surveillée, tant de Mokhtar Ouane que de Baoundao. La CEDEAO aussi avait donné l'ultimatum au Mali, c'est-à-dire, il y a déjà 2 jours, c'est-à-dire le 28 de ce mois, le Mali devrait s'exprimer ou s'expliquer ou les mettre en liberté provisoire. J'ignore, c'est désormais chose faite parce que c'était ce week-end que cela a été fait. Le Malien salue cela parce que c'est déjà un pas, mais cela ne fait pas ici ombrage à une lutte contre la corruption à la faveur de laquelle les grosses cylindrées, les grosses pointures de la politique malienne sont encore ici sous mandat de dépôt. En d'autres termes, la CEDEAO et le Mali ont voulu, c'est-à-dire les autorités maliennes n'ont pas voulu croiser le fer encore une fois de plus avec la CEDEAO. Répété d'ailleurs à plusieurs reprises, la CEDEAO était très intéressée par ce dossier en ce qui concerne la mise en résidence surveillée de l'ex-président de la transition et son premier ministre. Qu'est-ce qui explique que les militaires au pouvoir, c'est-à-dire le gouvernement de transition mené par le président Assimi Goïta, aient décidé de venir, d'accepter le fait que la CEDEAO intervienne dans ce dossier en ce qui concerne leur libération? Mais vous savez, le Mali, on ne peut plus revenir sur l'histoire parce que le Mali est un pays membre de la CEDEAO, a signé les accords. Et donc, sur ce volet-là, tous les pays membres de la CEDEAO, ceux qui sont aussi dans le cadre de ce qui est relatif aux institutions, aux structures de la CEDEAO, le Mali ne pouvait pas échapper à cela. C'est tout à fait évident que la CEDEAO est l'œil vigilant, est l'œil regardant sur ce qui se passe ici au Mali. Vous savez, Junior, que la transition, si elle a aujourd'hui 18 mois, c'est par rapport au débat qui a eu lieu entre la CEDEAO et les dirigeants de la première transition qu'on est arrivé à ce que la transition soit dans un premier temps dirigée par un civil, parce que ce n'est pas tout à fait un civil, un général, un officier qui était déjà à la retraite, ils sont partis le prendre. Alors, ils l'ont récupéré, il est venu et malheureusement, sa gestion a posé les polémiques. Ça a été donc, cette fois-ci, les militaires qui sont aux affaires. Ils sont aux affaires, mais cela ne remet pas en cause le principe que le Mali soit membre de cette communauté sous-régionale et que le Mali est souscrit à cela. Il n'y a pas donc un étonnement que la CEDEAO ait un œil regardant sur la situation ici au Mali. Eh bien, Monoko Toali, on va rapidement sortir avec une dernière question peut-être. Comment voyez-vous au jour d'aujourd'hui l'avenir de Mokhtar Ouane et de l'ancien président de la transition Bandao? Oui, leur avenir, est-ce qu'ils ont encore un avenir? Je ne sais pas trop, parce que Mokhtar Ouane, on aurait peut-être dit que cette fois-ci, ça devrait être son jubilé. Pourquoi? Parce qu'il a déjà géré avec, il a plusieurs fois été ministre des Affaires étrangères, donc ce n'est pas une nouvelle tête sur cette scène-là. Baoundao, lui, il était déjà en retraite, donc c'est un vieux briscard de l'armée malienne qui était déjà en retraite, qui a été repêché et qui va donc recouvrer sa liberté. Il va donc, à ce niveau-là, on peut l'espérer qu'il va se retrouver à la maison, dans sa quiétude, mais ça ne lui épargnera pas le statut d'un ancien chef d'État du Mali, parce qu'il a géré la transition. De ce point de vue, il pourra certainement bénéficier des avantages, mais ce n'est pas à imaginer qu'il puisse se retrouver sur une scène politique. Par contre, Mokhtar Ouane, très jeune encore, mais
compte tenu du fait qu'il n'est pas trop politique, voilà, parce que ce n'est pas un leader politique. Si les politiques, c'est dans la logique des technocrates qui est aidé à la gestion du pouvoir de IBK et d'autres qui se sont déjà succédés à ce niveau-là. Donc, est-ce qu'ils ont un avenir? Leur avenir ne peut que souhaiter Tarwan, en tant que technocrate, en tant que technicien, va peut-être certainement retrouver ses vieux postes, mais quant à Baoundao, c'est la retraite qu'il avait déjà, il était déjà admis à la retraite, il ne pourra que prier pour garder son sang-froid et véritablement finir sa retraite dans de bonnes conditions. Monoko Toali, merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions dans le cadre de cette édition du Journal africain. Après sa visite la semaine dernière du côté du Mali, le ministre des Affaires étrangères algérien Lamtan Ramama, depuis son passage au Mali, l'Algérie souhaite renforcer sa position dans le pays, mais également au Sahel. La présence des forces étrangères de la MINUSMA et de Barkhane avait quelque peu changé la donne, mais le grand voisin du Mali envisage clairement de se positionner les jalons afin de revenir ou de redevenir incontournable sur le dossier malien et même dans le Sahel. C'est dans ce début que le ministre algérien des Affaires étrangères est arrivé à Bamako avec le nouveau président du comité de suivi de l'accord de paix d'Alger, traditionnellement un pays occupé par son pays. Le diplomate Boudjema Delmi, qui occupe désormais, aura une double casquette et c'est une première. Il est également envoyé spécial de l'Algérie pour le Sahel. Le message est clair, Alger veut revenir en force dans le dossier malien, dans la sous-région en tout cas. L'Algérie souhaite davantage peser sur le cours des événements au Mali et puis au Sahel. Depuis l'arrivée dans le nord du Mali, notamment des forces onusiennes et la création de la force conjointe du G5 Sahel, le CEMOC, une structure militaire et de sécurité sous-régionale créée par Alger, ne fonctionne quasiment plus, mais l'Algérie suit aussi de près la transformation de l'opération Barkhane en opération militaire européenne Takuba, avec le départ des troupes françaises de Kidal et de Tessalit, deux localités situées dans une région du nord qui ont une frontière avec l'Algérie. Au cours de son séjour, Ramtan Lamamra a rencontré plusieurs autorités maliennes et participé à une réunion de la médiation internationale dans la crise malienne avant d'annoncer que son pays pourrait mettre la main à la poche pour accélérer la mise sur pied de l'armée malienne reconstituée, composée d'éléments de troupes régulières, mais également d'ex-rebelles. Nous sommes avec Gamal Abina, expert en questions du Maghreb. Bonsoir à vous Gamal Abina, merci d'avoir accepté une fois de plus l'invitation de la télévision panafricaine. Eh bien, Alger se repositionne en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme du côté du Mali et du Sahel. Alger se dit prêt à mettre la main dans la poche pour aider l'armée malienne à sa reconstitution. Eh bien, Gamal Abina, qu'est-ce que l'Algérie peut faire concrètement pour aider le Mali? Il y a plusieurs éléments qui interviennent par rapport à cette stratégie. Le premier élément, effectivement, est la question que vous venez d'évoquer, la question financière. On se rend compte qu'il y a des trafics d'armes transfrontaliers, que des armes européennes sont utilisées par ce qu'on appelle les djihadistes, donc la plupart des mouvements salafistes d'inspiration wahhabiste, qui évoluent dans la région et qui se satisfont d'ailleurs très bien de la réussite, enfin de la victoire des talibans sur les Américains. Donc il y a une peur des états-majors maliens et de la région en général, des 5 pays du Sahel, par rapport à cette recrudescence de victoire face à quand même à la première puissance militaire au monde des États-Unis. Et il se trouve que l'Algérie a une expertise en matière de contre-insurrection, de contre-terrorisme. Alors, il y a deux approches qui doivent être signalées, c'est que l'Algérie ne négocie jamais avec les courants radicaux islamistes. Ils utilisent toujours la force ou ils essaient de les acheter. Quand je dis acheter, c'est quoi? C'est la réhabilitation simplement par une position peut-être économique à occuper, un travail ou n'importe quoi. Ce qui alimente les réseaux djihadistes, comme on les appelle aujourd'hui, c'est d'abord deux choses. La première, c'est un ancrage religieux qui est revenu de l'extérieur et qui a radicalisé des positions en pensant qu'ils allaient créer un État islamique, c'est un peu l'image de ce fameux État islamique au Levant. La seconde chose qui les pousse à agir, c'est qu'effectivement, c'est des pays qui connaissent une misère sociale assez importante dans la population. Il est donc très facile pour le trafic d'armes, par exemple, qu'un soldat vende des armes aux rebelles, très facile pour que ces rebelles foncent sur les villages et essayer de prendre de l'argent. Ils font une sorte de razzia, c'est traditionnel, pour pouvoir renforcer leur position. Ils font aussi du chantage. Il y a beaucoup d'actions comme celle-là qui conduisent effectivement au financement de ce qu'on appelle le terrorisme international. Et surtout, il est très facile pour des gens qui sont radicalisés de pousser leur avantage face à une armée qui est peu ou mal équipée, peu déterminée, mal payée, donc sous-équipée, sous-payée. Tous ces éléments-là font que ces pays se fragilisent face à un mouvement radical qui, lui, est convaincu de son bien fondé.
convaincu de deux choses. La première, c'est que les États qui sont en face de lui sont corrompus, et convaincu de la seconde chose, simplement, c'est qu'effectivement, ils ont une vision très presque millénariste. Ça, c'est une vision religieuse un peu éliminée, qui continue à dire qu'ils ont raison, quoi qu'il arrive. Donc, ils vont jusqu'au bout de leur action, ils sont extrêmement déterminés. Donc, tous ces éléments conduisent à faire penser aux Algériens qu'il y a deux possibilités pour en sortir. D'abord, réduire la misère sociale, donc créer ce grand marché commun, on dirait, de cette région-là, qui travaille avec l'Algérie. La seconde raison, c'est d'étouffer dans l'œuf les financements de tous ces trafics transfrontaliers qui alimentent le terrorisme. Et puis la troisième raison, c'est de donner une raison de vivre à certains de ces radicaux qui, souvent, ils vont pour des raisons économiques, de leur donner une raison de vivre dans leur pays, d'accepter l'autorité de leur pays et de revenir sur un terrain légal. Donc l'Algérie a une stratégie qui est multiple dans la région, et puis surtout, on se rend bien compte que les Algériens qui ont une longue tradition de négociation, une longue tradition effectivement diplomatique, ont renvoyé un féru de la diplomatie qui est Ramtan Lamamra, qui a eu l'habitude des questions à l'international. Il a beaucoup traité de sujets sur les questions africaines, par exemple, particulièrement sur la question de Madagascar. Donc cet homme, qui est un vrai briscard de la politique, est en mesure de mettre sur la table de négociation à la fois les revendications locales, régionalistes, et aussi de faire en sorte d'éteindre les foyers d'incendie qui sont allumés par les mouvements djihadistes qui, eux, surfent sur une vague de paupérisation de la population. Donc effectivement, l'Algérie se positionne pour pouvoir à nouveau amener, elle espère, la paix dans la région. Ce repositionnement d'Alger peut s'expliquer par le fait que le président français Emmanuel Macron ait décidé de retirer la force Barkhane du Mali. Alors, je n'ai pas envie de parler de retrait parce que je ne crois pas au retrait français. J'ai jamais cru au retrait d'une force ex-coloniale. On ne va pas les appeler colons aujourd'hui parce qu'ils ne le sont plus. Ils sont néocolonialistes. Pour certains d'abord, les Français ont un grand intérêt dans la région. C'est des intérêts économiques principalement. Et ils ont peur que ces intérêts soient inquiétés, particulièrement sur la question du Niger. Par exemple, le Niger est le principal pourvoyeur d'énergie de la France par rapport à ces fameuses réserves considérables d'uranium dont il dispose. Donc la France, avec Areva, l'ex-Areva, exploite à plein régime ces richesses du Niger. La France a des intérêts aussi dans la région sahélienne en règle générale parce qu'il y a beaucoup de minerais, parce qu'il y a beaucoup d'intérêts tout simplement dans l'exploitation de matières premières dont les Français ont cruellement besoin comme la plupart des pays occidentaux. Donc le redéploiement de Barkhane qui va changer de nom, c'est quoi? C'est 5100 soldats qui vont être divisés par deux parce que c'est un coût pour la France, c'est vrai, c'est un peu comme les États-Unis, ça coûte de l'argent, c'est peut-être moins rentable. Macron étant quelqu'un qui fait beaucoup de calculs qui est un financier formé par les banques, je le rappelle, se dit à tout prendre, il vaut mieux laisser peut-être des soldats formés dans la région, la résurgence par exemple du CEMOC, qui pourrait éventuellement devenir une force locale payée par l'Algérie, évidemment, ce que l'Algérie veut mettre la main à la poche, c'est qu'ils ont l'intention de payer les soldats, ils ont l'intention d'intervenir. L'Algérie a quand même fait une réforme constitutionnelle pour pouvoir intervenir à l'extérieur des frontières, s'entend frontières algériennes, bien évidemment, et il va de soi que lorsque les Français se redéploient, c'est pas pour quitter la région, c'est pour avoir un soutien beaucoup plus important de l'Algérie. Ça fait des années qu'ils le réclament, ça fait des années qu'ils déjà à l'époque, à l'intervention au Mali, ils avaient demandé à ce que l'espace aérien algérien soit traversé par les avions français. Donc ça veut dire que ça fait longtemps que les Français appuient sur l'Algérie parce qu'ils savent que c'est une grande puissance militaire aujourd'hui. Ils comptent sur l'Algérie pour être une sorte de supplétif, ce qui ne se fera pas facilement, je ne vous le cache pas. Et les Algériens jouent leur bateau. Ils disent que s'il y a un retrait français d'un côté et qu'il y a une résurgence de la diplomatie algérienne avec une armée importante aujourd'hui qui est capable de former des militaires dans ces pays-là, il est probable qu'effectivement, on ait un retour sur la scène nationale et internationale de l'Algérie qui veut redevenir un leader régional. Donc ça va de soi qu'en plus, il y a toujours cette perspective algérienne anticolonialiste ou anti-néocolonialiste qui fait qu'ils préféraient voir des armées africaines fortes plutôt qu'une armée française qui est toujours perçue un peu comme l'ancienne force, c'est l'ancienne puissance coloniale, c'est un fait, mais comme une sorte de puissance coloniale occupante qui est de moins en moins bien vue par les populations locales. Et donc les Algériens préfèrent effectivement voir des Africains se prendre en main. Donc il y a deux aspects dans ces questions. Eh bien, Gamal Abina, vous l'avez dit, l'Algérie a une forte histoire dans les négociations. La France est farouchement opposée à ce que les gouvernements successifs du côté du Mali négocient avec les djihadistes, ce qu'on appelle djihadistes de ce côté-là. On a encore en mémoire les accords d'Alger qui avaient permis d'apaiser la situation un tant soit peu du côté du Mali. Eh bien, avec ce repositionnement d'Alger, et vous l'avez dit, vous ne pensez pas que la France partira d'aussitôt du Mali. Est-ce que on risque d'assister à des frictions de ce côté-là? Alors, des frictions entre les deux puissances algériennes et françaises, non, il n'y a aucune chance parce que ces deux pays se connaissent très bien, se sont fait la guerre longtemps, il ne faut pas le rappeler, hein, ce n'est pas rien, 7 ans et demi. C'est une guerre qui était sanglante, on l'appelait la sale guerre, c'est pas pour rien.
Et les Français ne prendraient jamais le risque de se heurter avec les Algériens parce que d'abord l'histoire a parlé, et puis surtout parce qu'il y a une énorme communauté algérienne en France, donc vous imaginez les catastrophes. Ensuite, effectivement, les Français sont opposés aux négociations. Ça, c'est ce qu'on dit officiellement. Mais il n'en demeure pas moins qu'à chaque fois qu'il y a eu des problèmes de prise d'otages, les Français payaient. Donc c'est plus qu'une négociation. C'est accepter le chantage des preneurs d'otages. Donc on se rappelle récemment encore qu'il y a une femme qui a été libérée. Donc c'est vraiment payé par l'État français, par le fisc. Donc en l'occurrence, je ne crois pas à ce discours qui est un beau discours officiel. Je pense que les Français ne veulent pas que les Africains, au sens large du terme, j'ai mis l'Algérie dans le sac, négocient, parce que ce serait peut-être, et on ne sait pas, un terrain d'entente qu'on pourrait trouver comme dans les accords de 2015, comme on l'a vu même avec l'histoire du Niger et puis l'histoire de l'Azawad, enfin tous ces mouvements un petit peu indépendantistes ou régionalistes. Dès qu'il y a une discussion et que les interlocuteurs vont sur la table, étrangement, on trouve un terrain d'entente. Et c'est souvent un terrain d'entente qui est appuyé par des revendications non seulement régionalistes, mais aussi financières. Donc je pense que l'Algérie, qui a les moyens aujourd'hui de peut-être apaiser les tensions par des aides financières et des investissements possibles dans la région, est un problème pour la France. Parce que si un pays comme l'Algérie amène avec elle, n'oublions jamais qu'elle est alliée de la Chine et de la Russie, donc deux alliés stratégiques pour faire des investissements dans la région et chasser littéralement les investisseurs français, qui sont plutôt des investisseurs d'exploitation de richesse, ça pourrait changer la donne. C'est la raison pour laquelle l'Algérie se place, parce qu'elle n'est pas seule dans le bateau. Il y a quand même du monde derrière au niveau de ses alliés. Donc je pense que les Français ont peur de ça avant toute chose. N'oublions jamais, il ne faut jamais perdre de vue une chose essentielle, les États qui font la guerre et qui ont des armes et qui sont puissants ne font jamais la guerre pour la paix ou la démocratie, ils font la guerre pour des richesses. Avant, ils le faisaient de façon colonialiste pour voler les richesses. Aujourd'hui, ils le font de façon néocolonialiste pour contrôler les richesses. Mais on fait toujours la guerre pour l'argent. On ne fait pas la guerre pour les principes. Ça, c'est pas vrai. Sauf les pays qui se libèrent, évidemment, de ce colonialisme. Eux le font pour les principes parce qu'ils subissent. Mais pour les pays dominants, les pays impérialistes en l'occurrence, c'est l'argent qui les intéresse. Donc la France s'est inquiétée pour ces questions financières. En aucun cas pour les questions de démocratie. Ça ne les intéresse pas du tout. Ah oui, c'est très bien. Merci à vous, Gamal Abina. Je rappelle, vous êtes analyste politique et expert en questions du Maghreb. Parlons de Madagascar à présent. Le pays prépare l'élection présidentielle à venir, c'est-à-dire celle de 2023. Au cours d'une visite de travail du côté de la France, le président de la République, son Excellence Andry Rajoelina, a annoncé aux côtés du président Emmanuel Macron que la diaspora malgache, en tout cas celle présente sur le sol français, pourra voter lors de cette élection présidentielle. C'est un reportage que Christelle Wandji signe. La diaspora malagasy pourrait prendre part au vote lors de la prochaine élection présidentielle de 2023. Voilà l'une des missions que s'est fixée le président Andry Rajoelina lors de sa rencontre avec la diaspora malgache de l'Hexagone et de l'Europe samedi dernier à Paris. Le chef de l'État ne s'est pas étalé longtemps sur le sujet dans son discours, mais il a affirmé que seuls ceux qui disposent d'une carte consulaire pourront y participer. Ce nouveau droit de vote pour la diaspora risque toutefois de susciter son lot de nouvelles de difficultés sur le plan pratique, d'autant plus que la Commission électorale nationale indépendante actuelle est en fin de mandat. La loi organique actuellement en vigueur sur le sol malgache ne prévoit pas la moindre disposition pour le droit de vote de la diaspora. Les textes précisent que seuls les malgaches habitant dans le pays et inscrits sur la liste électorale peuvent jouir du droit de vote dans les différents scrutins démocratiques organisés sur le territoire. Le Parlement devrait donc procéder à l'amendement des textes pour cette évolution. Les évaluations de la diaspora malgache en France varient autour de 150 000 personnes, mais les immatriculations auprès des services consulaires sont largement inférieures à ces chiffres. Les migrants originaires de Madagascar constituent l'une des toutes premières communautés étrangères en France, mais loin derrière les trois pays du Maghreb que sont l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Il s'agit de la première communauté originaire d'Afrique subsaharienne, devant celle de pays mieux connus comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Mali ou les deux Congos, selon une enquête publiée en 2018. Depuis les débuts des années 90, le nombre de pays qui ont adopté les mesures pour permettre aux citoyens résidant à l'étranger de participer aux élections de leur pays d'origine a été multiplié par 4. Le vote à distance s'est également généralisé en Afrique, où plus de 3/4 des pays permettent aux résidents à l'étranger de voter, alors qu'ils étaient seulement 4 avant 90.
Dans la plupart des pays africains, comme ailleurs, les votes à l'étranger représentent une très faible part de l'électorat. Par ailleurs, la participation des électeurs à l'étranger dépend du caractère plus ou moins restrictif des procédures d'inscription pour voter à l'étranger, délais, documents requis, système d'inscription, vote en personne dans les consulats ou par courrier, par procuration, par Internet. Voilà donc le cheval de bataille d'Andry Rajoelina qui souhaite donner le droit de vote aux Malgaches de l'étranger. Prenons à présent la direction de l'Afrique centrale, au Tchad, à la frontière avec la Libye. De nombreux combattants exerçant de ce côté-là souhaitent désormais rentrer dans leur pays. Pour certains, ils exercent au sein des milices libyennes qui manifestent de plus en plus le désir de rentrer. À l'origine de cette envie de retour, le décès du maréchal Idriss Déby Itno, mais surtout l'appel du gouvernement de transition au pouvoir à tous les mouvements armés pour une réconciliation nationale. Il se retrouve à Misrata, Benghazi, Trablus ou Seba en territoire libyen et exerce comme supplétif dans les rangs du maréchal Haftar ou ceux du gouvernement de Tripoli, reconnus par la communauté internationale. Depuis quelques mois, ils sont des milliers à souhaiter rentrer au pays, mais font face à des incertitudes. Comment rentrer sans se faire arrêter? Qu'est-ce que le Conseil militaire de transition propose à chaque combattant pour sa réinsertion? Les premiers à établir le contact avec N'Djamena après la mort du maréchal n'ont pas eu d'écho favorable, mais depuis la mise en place du comité présidé par l'ancien président Goukeni Ouedei, chargé de discuter avec les politico-militaires dans la perspective de la réconciliation nationale, ils se sont remis à espérer un retour au pays en sécurité, même si pour les autorités, il est hors de question qu'ils traversent la frontière avec leurs armes. Nous sommes avec Migo Natolban pour commenter cette actualité tchadienne. Bonsoir à vous, monsieur Migo, merci d'avoir accepté notre invitation. Eh bien, on reparle une fois de plus de la réconciliation nationale du côté du Tchad, avec bien sûr la participation à cette réconciliation des groupes armés présents en Libye. Oui, bonjour, merci de m'accorder ce temps pour parler avec vous et à toutes les personnes qui nous écoutent en ce moment. Effectivement, le dialogue, la machine est en marche avec le gouvernement ou bien le comité militaire de transition dirigé par le fils de Idriss Déby, donc Mamad Kaka, que tout le monde connaît. C'est bien que les rebelles rentrent parce que on a tous vu, tous les Tchadiens le savent, notre grand problème ou bien l'un des éléments pour nous retarder, nous ramener ou bien nous positionner au dernier rang de ce monde, c'est aussi à cause de la rébellion. C'est un cercle vicieux. Et ce que je ne comprends pas, et ce que beaucoup de Tchadiens ne comprennent pas, généralement, ces rébellions-là, c'est comme un marché, au fait. Donc, les gens se retirent quand ils sont pas contents, ils vont en rébellion, après on les appelle, ils reviennent, on leur donne de l'argent, ils reviennent. Alors, c'est beaucoup d'argent de perdu. Moi, je suis pour qu'il n'y ait plus de la rébellion au Tchad. Je l'ai dit à plusieurs reprises. C'est pourquoi je propose aux Tchadiens qu'il y ait un État fédéral au Tchad. Parce que toutes les rébellions, on le sait bien, ça part d'une région. Ce n'est pas tous les Tchadiens qui partent en rébellion. C'est complètement faux. C'est une partie du Tchad que toute la rébellion, à 99,99%, c'est une région. Et ça devient un marché pour eux. Et c'est dommage. Alors, je souhaite que tout ce monde-là rentre pour une fois pour de bon et qu'on n'entende plus parler de la rébellion. Et pour que ça n'arrive plus, il faut la fédération. Il faut qu'on ait un État fédéral au Tchad. Comme ça, chaque province au Tchad va diriger sa province et il n'y aura plus la rébellion parce que tu vas aller en rébellion contre qui? Et ce régime qu'on voit sur place avec le CMT, malheureusement encore, c'est un coup d'État et c'est pas un gouvernement légitime non plus. Donc, tout ne va pas bien au Tchad. On souhaite qu'il rentre, tant mieux, mais qu'on tourne la page et espérons vraiment que le CMT n'aille pas au-delà de ces 18 mois-là. Parce que la rébellion les gens de la rébellion peuvent rentrer, les gens peuvent venir au dialogue. Mais si le système que le dictateur Idriss Déby a installé, si son fils continue avec,
Ça veut dire que c'est un cercle vicieux, on tourne en rond. Et ce n'est pas pour rien que le Tchad est dernier de ce monde. Pourtant, on a tout, mais absolument tout. Donc, mon souhait est que cette réponse, on n'entende plus jamais parler de la rébellion au Tchad. On va quand même rester un temps soit peu courtois. Il est le maréchal, le défunt maréchal Idriss Déby Itno était loin d'être le dictateur que vous décrivez. Mais pour revenir sur vos propos en parlant de fédéralisme, est-ce que vous pensez que le fédéralisme est la solution ultime pour pouvoir permettre au Tchad, votre pays, de sortir de cette situation? Je crois fermement que la fédération va tout changer. Il y a une partie des Tchadiens qui ne veulent pas entendre parler de la rébellion, plutôt parler de la fédération, parce que ce marché des rébellions-là, ça va plus exister. Donc, ils ne veulent pas. Une partie seulement du Tchad ne veut pas entendre parler de la rébellion. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'ils gagnent avec la rébellion. Là, je vous dis que c'est des milliards qu'on perd à chaque fois. Ils sortent, ils vont en Libye, ils reviennent, on leur donne de l'argent, on leur donne des villas, on leur donne des voitures, ils s'installent. Et puis si demain matin on nomme leur cousin et qu'on l'enlève, ils partent en rébellion. C'était marché que je vous dis là, c'était marché. Et la fédération va tout résoudre cela. Et je parle de dictateur Idriss Déby, j'insiste. Les Africains, l'image qu'on vend en dehors du Tchad, que c'était panafricaniste, non, Idriss Déby était un vrai criminel dictateur. Et son fils, qui est maintenant, aussi est en train d'aller là. Donc, on a été dirigé que par des dictateurs au Tchad. Le Tchad n'a jamais élu un seul président par le peuple, que par coup d'État. Et il faut qu'on en finisse avec cela. En dehors, les gens pensent qu'Idriss Déby, c'est un bon président. C'est complètement de la poudre aux yeux. Aller au Tchad, demander aux Tchadiens. Il est l'un des pires dictateurs de ce monde, Idriss Déby. Et là, son fils est en train de prendre le relais. En moins de 4 mois, des massacres ont eu lieu. Le système est là. Idriss Déby est parti, mais son système est resté. Et les Tchadiens n'en veulent plus. Allez au Tchad, faites des investigations. Demandez au peuple tchadien qu'est-ce qu'ils vivent, comment ils vivent, quelle est leur réalité. Ils vont vous dire. Ce n'est pas ce qui est écrit sur le papier qu'on vous envoie à l'extérieur, que les gens voient que le Tchad, ça va bien. Idriss Déby, c'est un panafricaniste. C'est complètement faux. Amigo Natolban, on va rester quand même au Tchad pour continuer de commenter cette actualité avec vous, Amat Haroud Lari. Bonsoir et merci également d'avoir accepté cette invitation. On ne va pas revenir, on ne va pas remettre en doute et en question le panafricanisme du maréchal Idriss Déby Itno. Mais Amat Haroud Lari, est-ce que vous partagez le point de vue de notre ami Natolban, selon lequel la fédération ou le fédéralisme pourrait résoudre véritablement les problèmes du Tchad? Merci d'abord. Moi, je le remercie, grand frère, mais je ne suis pas d'accord avec lui tout simplement parce que si le fédéralisme résout le problème, le Nigeria n'aura pas les mêmes problèmes. C'est un pays voisin, la richesse du Nigeria, tout le monde le connaît, mais il y a des rébellions au nord du Nigeria, au sud du Nigeria, dans le delta, il y a des séparatistes au Nigeria. Ça n'a pas résolu le problème du Nigeria, mais ça n'a qu'à amplifier. Juridiquement, on a vu ce qui s'est passé au Cameroun, parce qu'Aïdjo, une fois, il s'est réveillé et il dit, au lieu d'État fédéral du Cameroun, on va dire l'État uni du Cameroun, l'unité du Cameroun. Donc, ils ont supprimé le fédéralisme au Cameroun, mais ça n'a pas empêché la rébellion, ça n'a pas empêché les sécessionnistes au Cameroun. Donc, moi, je pense que la fédération, c'est un kill-switch. Les pays comme les États-Unis, ils ont instauré la fédération par la guerre. Et c'est toujours les États du Nord aux États-Unis qui dominent. Donc, au Canada, c'est notre histoire, c'est les Royaumes, c'est les Britanniques. Donc, au Tchad, moi, je pense que nous ne sommes pas là jusqu'à là. Le problème du Tchad aujourd'hui, c'est la justice. C'est arrêter la guerre. C'est la justice. Tant qu'il n'y a pas la justice, rien ne marche. Le problème du Tchad, c'est le problème d'injustice. Tous ceux qui partent en rébellion, regardez pendant plus de 60 ans, même avant l'indépendance, le BET a été toujours martyrisé. Ils ont combattu les Français, les Libyens et tous les régimes successifs, les fils du BET étaient en rébellion. Donc, toutes les opérations militaires du Tchad étaient passées au BET. 40 ans de régime du BET, Hissène Habré, Boukouni Ouédé, Idriss Déby, les fils du BET n'ont reçu que la malheur, les différents malheurs. Ils étaient occupés, maltrisés, humiliés. Et vous ne trouvez même pas beaucoup dans l'administration. Aujourd'hui, au Tchad, ce qui se passe dans la plupart des régions du Tchad,
Ceux qui partent en rébellion, prenez les lacs Tchad. Il n'y a même pas d'infrastructure. Si aujourd'hui Boko Haram sévit là-bas parce que c'est la pauvreté, si les fils du BET se retrouvent aujourd'hui comme mercenaires en Libye, c'est parce qu'ils n'ont pas à manger. Imaginez la majorité d'entre eux qui sont dans l'armée, qui ont combattu pour le Tchad, qui se sont sacrifiés. Un soldat au Tchad ne gagne que 60 000 francs. Et comment vous voulez, avec les 60 000 francs, même s'ils gagnent les bercailles, après la rébellion, on ne leur donne même pas 3 millions. Et avec ça, vous pensez que c'est des milliards qui passent? Moi, je dis non. La guerre a un coût. Les moyens du Tchad, l'argent du Tchad qu'on a utilisé pour acheter des armes, pour s'entretuer entre nous Tchadiens, c'est mieux qu'on négocie la paix. Négociation avec le groupe rebelle ne nous dépasse pas beaucoup d'argent que faire la guerre entre nous Tchadiens. Honnêtement, aujourd'hui, dans le BET, vous ne trouvez pas une famille qui n'a pas perdu au moins 10 personnes. Les enfants, les orphelins, personne ne pense à eux. Aujourd'hui, la majorité des soldats qui partent mourir ailleurs, c'est les fils du BET, du Canem et du centre du Tchad. Mais là-bas, il n'y a rien du tout. Donc, parler de fédéralisme, oui. Mais comment? Sur quelle base? Donc, aujourd'hui, notre problème, c'est l'injustice. Il faut instaurer la justice et il faut que tous les Tchadiens jouissent de leurs droits. On est égaux, on doit partir. Si on va partir mourir, les 23 régions du Tchad, chacun doit amener ses fils. Mais s'il faut mourir seulement, les fils du BT vont partir mourir, les fils du Canem vont partir mourir, les fils du centre, mais les autres bénéficient de tout. Aujourd'hui, regardez les ministres, la majorité, ce ne sont pas d'une seule région. La société civile, c'est d'une seule région. Les médias occupés par une seule région qui bénéficient de tout, depuis les indépendances. Mais ceux qui souffrent de l'autre côté, on dit non, c'est le problème. Oui, c'est le problème. Mais parce qu'il y a la justice. La justice est monopolisée par une partie du Tchad. La société civile est monopolisée par une partie du Tchad. Les partis politiques, c'est une partie du Tchad. Donc, l'autre Tchad que les gens aujourd'hui disent qu'ils ont tout, ils partent en rébellion, c'est parce qu'ils n'ont rien. Pas de partis politiques. Il n'y a que 2 partis politiques dans les 4 régions du BET. Pas une université, pas d'école, pas d'enseignants. Rien du tout, ce n'est que les déserts, pas d'infrastructure de base. Les lacs Tchad, c'est la même chose. Et vous voulez que les gens ne partent pas en rébellion? Et les autres bénéficient de tous ces privilèges. Ils sont dans l'administration, ils bénéficient de tout. Et ils veulent que les autres, là, ceux qui souffrent, ils ne partent pas en rébellion. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on partage le gâteau national équitablement. Évitons la guerre. C'est mieux de donner l'argent aux gens pour déposer les armes que de partir encore mourir, tuer les Tchadiens et dépenser notre argent en acheter des armes pour nous combattre. Ça ne sert à rien du tout. Si on a fini avec la guerre, on va repenser les Tchad. Qu'est-ce que nous voulons? Si nous voulons le fédéralisme, c'est là où on va discuter. Mais avec la justice. Mais tant qu'il n'y a pas de justice, mon frère, je ne pense pas que le Tchad va se retrouver, le Tchad va entrer dans le concert des nations. Si aujourd'hui, l'armée tchadienne que vous voyez partout, c'est les plus de 60 ans de guérilla, de rébellion, de ceux qui sont dans le désert et qui combattent, qui se sacrifient pour le Tchad et pour défendre l'intérêt du Tchad, mais en retour, ils n'ont rien eu. Les veuves, les orphelins, ils sont là à souffrir avec les 60 000 francs CFA. Les soldats partent mourir. Ils n'ont même pas de prise en charge. Un général au Tchad ne gagne que 800 000 francs. Et avec les 800 000 francs, vous pensez qu'on peut réunir une famille? Et avec les 60 000 francs, comment vous voulez qu'un pays qui est l'un des pays les plus chers au monde, avec 60 000 francs, comment vous voulez qu'un soldat qui donne sa vie pour protéger les civils, il gagne que 60 000 francs? On n'augmente pas toute l'hypocrisie de la société civile. Des partis politiques au Tchad, on ne défend jamais nos soldats. On ne défend jamais ceux qui se sacrifient. Parce que la majorité de ceux qui meurent, ils font partie d'une région. Et c'est ça notre véritable problème, l'injustice. Vous avez suffisamment répété sur les plateaux de la télévision panafricaine, le temps est venu pour le Tchad de faire la paix et non la guerre, d'arrêter la guerre, c'est vous qui le dites. Mais comment, d'après vous, les militaires au pouvoir conduits par le général de corps d'armée Mahamat Idriss Déby doit repenser cette stratégie et l'accueil de ces soldats-là qui souhaitent revenir dans leur pays? Moi, je suis parfaitement d'accord avec le général Midi parce qu'il faut désarmer. Nous savons qu'il y a plus de 12 000 Tchadiens dans le groupe armé libyen. Plus même. L'ONU a estimé à 20 000 mercenaires, mais nous estimons plus de 12 000 Tchadiens qui se retrouvent seulement avec les forces de Haftar, sans parler de Khatiba de Misrata, sans parler de Khatiba de Traboul, sans parler des autres Khatiba. Il y a des milliers de Tchadiens. Et ces Tchadiens, s'ils retournent au Tchad, c'est mieux, on les désarme, on ne veut pas qu'ils rentrent armés et bagages à main. Et pour ce faire, il faut un comité de désarmement. Il faut les réinsérer. Et avec tout ça, il faut repenser. Parce que c'est des gens, comme je vous dis, ils ont tout perdu. Ils n'ont rien. Et ils n'ont rien à perdre. Ils vont mourir. Et donc, c'est pourquoi la Libye est en train de nettoyer le sud de la Libye.
Ils vont rentrer au Tchad, mais tant qu'il n'y a pas une bonne négociation, ils vont entrer armés et bagages à main. S'ils chassent les CMC, on va se retrouver encore dans un autre groupe armé que tout le monde va regretter. Aujourd'hui, je vous assure que même au sud du Tchad, ceux qui ont quitté la Libye, maintenant, ils ont commencé avec le coupeur de route au sud et la République centrafricaine commence à souffrir. C'est pourquoi vous avez vu la mise en place du comité des forces mixtes pour réactualiser les forces mixtes Tchad, Soudan, Libye et la République centrafricaine. En plus, le président Midi, hier, il était à Khartoum pour revoir les problèmes. Parce qu'une fois que les mercenaires et les rebelles quittent la Libye, ils vont entrer soit au Tchad, soit en Libye. Tant qu'il n'y a pas une bonne coordination entre ces forces des différents pays, ces forces transfrontalières, on aura la déstabilisation, soit au Tchad, soit en Libye et soit en République centrafricaine. Et je vous assure que ces forces rebelles, ces mercenaires, c'est des personnes aguerries. Il n'y a pas un pays, vous avez vu ce qu'ils ont fait en Adri. C'est un seul groupe rebelle qui a attaqué le Tchad. Mais ils sont pris de 13 groupes rebelles. Imaginez tous ces groupes rebelles, s'ils quittent le Tchad, aucun pays de la sous-région ne peut pas s'en sortir. Donc c'est très dangereux pour nous. C'est des gens aguerris, ils sont surarmés et ils ont besoin de l'argent. Donc l'urgence est de désarmer ces gens, les insérer et il faut payer pour ça. Moi je suis parfaitement d'accord avec le gouvernement. Tant qu'on ne les désarme pas, on les laisse entrer comme ça, la Libye les nettoie, on aura les problèmes, soit au Tchad, soit au Niger ou soit à Oustan. Merci à vous, cher ami Ahmad Haroun Lari. Merci à vous également, Migo Natolbon, d'avoir répondu à nos questions dans le cadre de cette édition du Journal africain. Prenons à présent la direction de la République démocratique du Congo. Il y a quelques jours, le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, était à Berlin pour la conférence économique de l'Afrique dans le cadre de l'initiative Compact 8 Africa. Le président en exercice de l'Union africaine a donc vanté les mérites de la médecine traditionnelle africaine en ce qui concerne la lutte contre le coronavirus. C'est un reportage que Christelle Wandji signe. À la conférence économique de l'Afrique sur l'évaluation de la mise en œuvre de l'initiative Compact 8 Africa à Berlin, Félix Tshisekedi, président de l'Union africaine et chef de l'État congolais, a vanté vendredi dernier le mérite africain du curatif contre le coronavirus devant les médias, aux côtés de la chancelière allemande Angela Merkel et le président de la République sud-africaine Cyril Ramaphosa. Tshisekedi a proposé des stratégies thérapeutiques en recourant aux produits efficaces Made in Africa pour combattre la Covid-19. Il a dans cette optique pour réitérer son plaidoyer pour l'élévation de fonds, de droits de tirage spéciaux à allouer à l'économie africaine. Félix Antoine Tshisekedi affirme avoir parlé du Mana Covid et du Dubas C à la conférence de Berlin. Nous avons fait l'examen de la situation en Afrique par rapport au vaccin en parlant de la nécessité de transfert de technologies et des droits de propriété afin que le vaccin puisse être produit en Afrique, tout simplement parce que cela va contribuer à rassurer davantage les Africains et casser avec ces théories complotistes, ces messages en tout genre qui visent à susciter la méfiance des Africains vis-à-vis du vaccin. J'en ai profité, a-t-il ajouté, pour également parler de ce qui se passe en République démocratique du Congo par rapport à deux produits, le Mana Covid et le Dubas-C. Ce sont deux produits anti-Covid qui ont vraiment montré leur efficacité. Je ne peux dire à quelle hauteur, mais en tout cas, selon plusieurs scientifiques que j'ai consultés, ces médicaments ont eu de l'effet dont j'ai proposé au professeur Tsaïm, que j'ai félicité au passage, d'avoir vraiment aidé à la reprise économique mondiale. J'étais content de sa réponse parce qu'il a dit que c'était possible de voir si on pouvait rajouter au préventif des solutions aussi qui sont curatives, a ajouté le président de la République démocratique du Congo qui propose des solutions africaines pour éradiquer la Covid-19. Nous sommes avec le professeur Kodjo Ntondi, professeur en biologie moléculaire. Bonsoir à vous, prof Kodjo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Eh bien, le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a donc vanté les mérites de la médecine traditionnelle africaine au sommet Compact 8 Africa. Quel est le sentiment qui vous anime après avoir écouté le reportage que nous a proposé Christelle Wandji? Je trouve que c'est excellent. D'abord, bonsoir à toute l'Afrique. Je suis toujours très heureux d'intervenir sur votre chaîne
Oui, effectivement, le président Félix Tshisekedi, en tant que président en exercice de l'Union africaine, est tout à fait fondé à faire le point de la situation en Afrique et à faire des propositions. Et cette proposition-là est excellente. Elle est excellente parce qu'elle va plaire même aux pays, aux autres pays du monde qui vont voir que enfin un homme d'État, un véritable homme d'État. Quand je le vois, les images avec Angela Merkel, qui est comptée comme l'une des meilleures personnalités politiques en Europe, je vois que nous sommes là dans un dialogue de personnes importantes, de personnes intelligentes, de personnes éclairées. Et donc je félicite le président Félix Tshisekedi d'avoir pris cette initiative. Et je déclare sur votre chaîne panafricaine d'excellence que nous sommes prêts à l'accompagner dans cette mission. Nous n'avons cessé de dire sur votre chaîne qu'il y a des solutions africaines et toutes les solutions africaines doivent être explorées. Elles sont toutes bonnes. Elles ont été testées. Il y a des solutions au Bénin, il y a Manacovid, il y a des solutions au Congo-Brazzaville, il y a des solutions, beaucoup de solutions, et il y a évidemment la solution par excellence dès le début. C'était Artemisia, et Artemisia continue à fonctionner. Il y a beaucoup de pays africains qui continuent, les populations cultivent Artemisia dans leurs jardins, chez eux, chez elles, et les populations utilisent Artemisia. Nous avons démontré comment fonctionnait Artemisia, ça fonctionne très bien, selon des mécanismes comparables entre le palu et entre le Covid-19. Et donc, voilà un président intelligent qui veut sortir des sentiers battus et qui veut prendre une initiative spectaculaire et louable. Et nous ne pouvons que encourager cette démarche. Et nous serons derrière lui, nous allons le soutenir et nous allons proposer des solutions africaines complémentaires. Il y a la prévention, il y a le traitement. Et donc voilà, donc nous sommes prêts à participer à un grand débat. Nous n'appelons que ça depuis le début. Faire un grand débat entre scientifiques africains, nous n'en manquons pas, nous avons beaucoup d'experts, entre tradithérapeutes africains, nous n'en manquons pas non plus, et pour mettre à plat toutes les solutions africaines, les valoriser et les utiliser. Voilà. Donc je suis très fier de ce propos, cette proposition du président RDC, et je l'appuie, et donc je vous remercie de me faire intervenir là-dessus, parce que votre chaîne pourrait faire l'intermédiaire et dire au président RDC que la communauté scientifique africaine de la diaspora le félicite et tient absolument à l'encourager. Voilà tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Bien, professeur Kodjo Ntondi, on va sortir peut-être avec une dernière question. Vous l'avez longtemps d'ailleurs répété sur les plateaux de la télévision panafricaine. Le président Félix Antoine Tshisekedi semble vous avoir entendu. Est-ce qu'on peut dès lors dire que dans le cadre de la lutte contre le coronavirus sur le continent, c'est une première victoire pour le Made in Africa? C'est une très grosse victoire pour le Made in Africa, et c'est une façon de montrer que nous sommes autonomes, nous avons les moyens, nous devons les utiliser, nous ne devons pas être à la traîne. Et alors, il y a des gens qui disent, voilà, on vous donne des vaccins, on vous oblige à vous vacciner. Les gens eux-mêmes qui nous donnent des vaccins, ils savent même pas ce qu'il y a dans le vaccin. Ils se l'injectent, ils veulent nous injecter ça. Alors, ils n'ont qu'à nous appeler pour discuter, voir les solutions. Nous ne sommes pas anti-vaccins, nous ne sommes pas contre les vaccins, pas du tout. Mais nous voulons comprendre tout ce qui se passe. Nous avons les outils scientifiques pour comprendre la médecine moderne. Nous avons les outils scientifiques pour comprendre les choses, et nous avons surtout des moyens africains qui ne coûtent pas cher. Artemisia, pourquoi l'OMS a fait la guerre à Madagascar? Parce qu'Artemisia, il y a quand même quelqu'un qui a travaillé sur Artemisia qui a eu le prix Nobel de médecine en 2015, s'il vous plaît. La chinoise qui a identifié les molécules de Artemisia a eu le prix Nobel de médecine en 2015, s'il vous plaît. Et on nous dit que ce médicament, etc., on veut empêcher les gens de l'utiliser. C'est totalement aberrant. Il faut que les Occidentaux, l'OMS et toutes les institutions se méfient, on trouve suspect leur comportement. Leur comportement est suspect parce qu'ils veulent nous dire que Artemisia ne marche pas, alors que c'est prouvé que ça marche, que nous connaissons le mécanisme, nous avons écrit une lettre au chef d'État africain pour leur dire Artemisia marche, utilisez ça. Et donc finalement, il y a une sorte de confusion voulue par certains,
et nous devons éviter de tomber dans le piège. Nous autres Africains, nous devons recenser les solutions que nous avons, les mettre en œuvre, et puis si quelqu'un veut nous montrer les vaccins, qu'il nous donne les vaccins, on va regarder, et si on veut faire des vaccins en Afrique, faisons-les. On aura plus confiance, moi j'aurai plus confiance dans nos vaccins, si nous les faisons, parce que nous les scientifiques, nous allons travailler dessus, voir les données scientifiques qui sont données, et analyser tout ça en tant qu'experts scientifiques, et on pourrait y aller tranquillement. On pourrait y aller les mains dans les poches. Les mains dans les poches, le nez en l'air. Voilà. Donc voilà, je salue cette initiative du président Tshisekedi et je le remercie pour cette idée. Et je vous encourage, vous les médias panafricains experts, je vous encourage à soutenir cette initiative et à faire que nous puissions nous rencontrer pour discuter, et pour échanger les idées. Voilà, pour faire avancer la médecine traditionnelle africaine qui ne demande que à être connue. Elle est efficace, elle est très bonne, et nous avons des solutions. Il ne faut pas nous laisser intimider par des gens qui ne veulent pas notre bien. On voit bien, ils ne veulent pas notre bien, ils viennent là-bas. Si vous voulez notre bien, il n'avait qu'à nous associer à la discussion. On veut discuter des solutions. Nous en avons, et les gens disent, ah ben il n'y a aucune solution. Il y en a, il y en a en Afrique, il y en a ailleurs aussi, mais il y en a en Afrique surtout, et nous on est chargés de recenser les solutions africaines et de les mettre en œuvre pour le bonheur, le bien-être des populations africaines. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir fait intervenir dans ce journal. C'est très très important qu'il y ait une sorte de vigilance sur le Covid. Il y a une vigilance à avoir, et nous l'avons depuis le début, grâce à votre chaîne. Je vous remercie et je salue toute l'Afrique. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions, professeur Kodjo Ntondi. Je rappelle, vous êtes professeur en biologie moléculaire. Nous sortirons de cette édition du Journal africain par le Soudan du Sud. Les jeunes sud-soudanais s'étaient donné rendez-vous ce 30 août 2021 dans les rues de Djouba pour manifester. Ces derniers réclament le départ du président de la République, son excellent Salva Kiir, et de son premier ministre, Riek Machar. Plus de détails dans ce reportage que Christelle Wandi signe également. Le président Salva Kiir et son vice-président Riek Machar sont appelés à quitter le pouvoir. Un rassemblement pacifique est prévu ce lundi en faveur d'un changement politique au Sud-Soudan. Cette manifestation nationale est organisée par la Coalition du peuple pour l'action civile qui demande la démission des dirigeants. Au total, c'est une dizaine d'organisations regroupant et universitaires, avocats, organisations de femmes et de jeunes qui appellent la population à manifester ce 30 août à travers le pays. Elles accusent le président et son vice d'avoir plongé le pays dans le chaos. C'est la première fois dans l'histoire du pays qu'une telle tentative est lancée par la société civile. 10 ans après son indépendance, le Soudan du Sud est l'un des pays les plus pauvres de la planète. 82% de la population vit sous le seuil de la pauvreté, selon la Banque mondiale, malgré des réserves de pétrole et l'aide de la communauté internationale. 3 ans après le dernier accord de paix signé en 2018 et qui n'a toujours pas été entièrement mis en œuvre, la situation politique est à nouveau bloquée, déplore la société civile. Celle-ci accuse les deux dirigeants de faire passer les intérêts personnels avant le pays. Le président Salva Kiir a tellement peur d'être délogé qu'il passe son temps à essayer de se maintenir au pouvoir au détriment du pays. En plus, tous deux sont conscients que des crimes contre l'humanité ont été perpétrés et que le jour où ils ne sont plus au pouvoir, ils pourraient être traduits en justice. De nombreux Sud-Soudanais pourraient diriger ce pays bien mieux qu'eux. Il est temps de changer, car nos leaders ont échoué et nous ne pouvons plus continuer ainsi. La société civile demande donc la démission du président Salva Kiir et de son vice-président Riek Machar. Nous sommes donc arrivés au terme de cette édition du Journal africain. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique qui a travaillé pour la réussite de cette émission. Restez sur Afrique Média car nos programmes se poursuivent. Quant à moi, je vous retrouve demain pour une autre édition du Journal africain. Il sera bien sûr 19h, heure de Bamako. Mesdames, Messieurs, bonsoir.